Merci à la Fémis de nous accueillir pour cette rencontre avec un cinéaste qui a fait ses classes à la Fémis, donc on aura l'occasion d'en parler. Bonjour Emmanuel Mouret. Bonjour Olivier Père. Vous êtes sorti diplômé de la Fémis en 98, je crois, en section réalisation. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'études et qu'est-ce que la Fémis vous a appris ? Je retiens d'abord quelque chose d'assez joyeux, puisque c'est d'abord un endroit où on rencontre des personnes qui se destinent, on va dire, à faire le même métier, ou des métiers qui participent au métier qu'on ambitionne de faire. Donc c'est là où j'ai rencontré, par ailleurs, on était dans la même production, le producteur avec qui je travaille depuis, Frédéric Niedermeyer. Et j'ai rencontré aussi un certain nombre de personnes avec qui j'ai travaillé, pas travaillé, avec qui... voilà. Donc moi, c'est vraiment un souvenir très, très heureux. Ça a été aussi un passage un peu particulier, puisque notre promo s'en souvient, il y a eu aussi une sorte de petite révolution dans l'école, puisque nous, en tant qu'étudiants, on s'opposait un peu à la direction de l'école, et il y a eu un changement de direction à l'initiative des étudiants, et ce qui a fait une promotion aussi qui était assez soudée. Voilà. Quels sont les films ou les cinéastes, à quelle période y a-t-il eu ce déclic qui vous a donné envie de faire du cinéma, de devenir cinéaste? Déjà, j'ai grandi à Marseille. Et j'ai grandi un peu loin du cinéma parce que c'est une famille qui s'y intéressait pas du tout. De surcroît, mes parents s'intéressaient à l'art, mais pas au cinéma, du tout. Et donc, j'ai pas été emmené dans les salles de cinéma. C'était plutôt presque par privation que j'ai eu envie d'y aller. Et j'ai découvert aussi beaucoup de films à la télévision. Cinéma de minuit. Mais mes premiers émois, c'est surtout, peut-être au tout départ, le burlesque, Buster Keaton, Charles Chaplin, Tati. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on en voyait beaucoup, peut-être aussi des films de Marcel Pagnol, que je voyais chez mes grands-mères quand ils étaient diffusés. Voilà. C'est un peu ce dont je me souviens au départ. Et j'ai commencé à regarder, on va dire, activement des films plutôt vers 14-15 ans. Et le hasard a fait que, je ne sais pour quelle raison, je suis tombé, oui, peut-être vers les 15-16 ans, sur les cahiers du cinéma. Et notamment, je me suis mis à lire les critiques, que ce soit de Truffaut, de Romer, de Chabrol, de Godard. Et j'ai essayé de voir des films suite, on va dire, à ces films dont il parlait, et dont beaucoup étaient des films aussi classiques. Voilà. Donc, dans les cinéastes que j'ai cités, peut-être Pagnol, mais je pense que Hitchcock est peut-être le cinéma qui, dans l'enfance, adolescence, peut-être a été au fond le plus marquant. C'est étonnant parce que dans les cinéastes que vous citez, ça définit assez bien les deux angles importants dans votre travail. La parole chez Pagnol, après on pourrait dire aussi Romer, l'importance des dialogues, l'importance de la langue, des mots. Et puis, vous avez cité des cinéastes comme Buster Keaton ou Tati, qui sont également acteurs, qui sont également au sein de leurs films, qui est aussi quelque chose que vous avez fait, du moins dans vos premiers films, jusqu'à une certaine période. Donc, il y avait aussi cette volonté de s'inscrire à l'intérieur même de son cinéma en tant qu'acteur et d'y apporter justement ce que vous avez pu apporter à ce moment-là, c'était aussi une part de burlesque. Oui, mais c'était plutôt... j'adulais Cary Grant ou Pierre Richard. Il y a quelque chose qui me plaisait, ça. Mais je ne me suis jamais projeté à jouer dans mes films. Alors, quand on faisait des petits films avec les camarades du lycée, on jouait dedans. Donc,
par nécessité d'une certaine manière, enfin, mais il devait y avoir une envie. Et puis quand je suis arrivé à la Fémis, on ne savait pas forcément toujours où trouver des comédiens. Donc il arrivait que certains d'entre nous dépannent et jouent dans les films des uns et des autres. Et c'est à la Fémis, pour mon film de fin d'études, Promène-toi donc tout nu, je cherchais l'acteur pour jouer le film et l'élève producteur, qui n'était pas Frédéric Neddermeyer, mais un autre élève, m'avait dit « Écoute Emmanuel, tu étais très bien là dans le film de Djibril, tu devrais faire le personnage. » Et quelque part, c'est vrai, ça m'amusait. Donc j'ai suivi son conseil et le film a été bien accueilli, ce film de fin d'études. Il a même eu une petite sortie en salle. Et j'ai eu immédiatement une proposition d'un producteur, Philippe Martin, via David Thion, qui venait de travailler, au film Péléas. Et Philippe Martin m'a dit « Emmanuel, j'aimerais produire ton premier long métrage, mais à une condition, c'est que tu joues dedans. » Voilà. Et voilà. Mais pour le coup, le film n'a pas du tout été bien accueilli. Non, ça c'est vrai. Et j'ai regretté d'avoir joué dedans. Non, mais après, vous avez quand même persévéré d'une certaine manière, puisque changement d'adresse, par exemple, c'était pas. Est-ce qu'il s'agissait aussi de remplacer un acteur, ou est-ce que c'était l'injonction d'un producteur? Pour la petite histoire, mon second film. Et souvenez-vous, on s'était rencontrés là-dessus, Vénus et Fleurs. Je m'étais dit que jamais plus je jouerais, et d'ailleurs je ne jouais pas dedans. Et lorsqu'il s'est agi de faire le troisième film, on ne trouvait pas, on va dire, les comédiens. On envoyait des scénarios à des comédiens un peu célèbres, comme on fait pour financer des films, mais on ne recevait aucune réponse. Et un jour, donc, Frédéric me dit « Écoute, pour un autre court-métrage, j'ai vu Frédéric Bell, donc, qui faisait une émission comique à la télévision, La Minute Blonde. Tu devrais lui faire passer un essai. » Et on a passé, elle est venue passer l'essai. Bon, c'est Frédéric qui tenait la caméra pour les essais, c'est moi qui donnais la réplique. Et c'est Frédéric qui a dit on va faire ce film, voilà, c'est toi qui vas jouer avec elle. Donc, c'est pas du tout une décision de ma part. Et quand j'ai arrêté de jouer, c'est Frédéric qui m'a dit il faut que tu arrêtes de jouer. Voilà. Donc, chaque fois, ça s'est fait à mon insu. Ce qui est quand même remarquable, c'est que dès vos premiers courts-métrages, évidemment dès les premiers longs, vous vous êtes trouvé très vite en tant que cinéaste. C'est-à-dire qu'il y a, dès le début, il y a un ton, un style, des partis pris, la volonté d'aller plutôt dans la comédie ou dans le marivaudage ou des études de caractère. Il y a certains cinéastes qui se cherchent un peu ou qui font des films assez différents avant d'arriver à quelque chose qui leur ressemble et qui leur convient. On a l'impression que le style Mouret existait très tôt, de manière assez naturelle. Enfin, en tout cas, est-ce que c'était pour vous une évidence de faire des films de la sorte? On fait des films parce qu'on a aimé un certain nombre de films, et peut-être beaucoup de films que j'aimais appartenaient un peu déjà à l'histoire du cinéma. Et on fait des films aussi quelque part, contre aussi un cinéma qu'on voit. Donc, après, je me suis constitué assez lentement. Et donc, il y avait une certaine forme de goût, et peut-être, mais comme peut-être vous l'avez, de l'impertinence aussi, de montrer et de faire autrement, quoi. Mais je crois que j'étais absolument inspiré évidemment, par le cinéaste que vous avez cité, par Homer, par le cinéma des années 30, qui me semblait mettre en avant, affirmer des choses qui n'étaient plus du tout affirmées dans le cinéma que je voyais autour de moi, ou très peu, voilà. Donc, il y a l'idée de pousser le curseur, peut-être, voilà. Et puis après, il y a évidemment quelque chose qui nous échappe. Revendiquer une forme de modernité, mais qui serait une modernité justement des années 30, par exemple. Voilà, oui. Plutôt que le cinéma français qui se faisait à cette époque, qui était peut-être plus naturaliste. Tout à fait, oui. Et sur lequel je ne me reconnaissais pas dans ce naturalisme comme fin. C'est la phrase de Bresson qui dit le réalisme est un moyen, non pas une fin. Et
et en voyant les films classiques, justement, d'ailleurs, où les modes ont passé quelque part, les modes de jeu ont passé, il y avait quelque chose, justement, où je me disais, il s'agit d'affirmer et non pas de se plier quelque part à une mode ou à une façon, à une tendance peut-être naturaliste qui me paraissait pour le coup assez affectée. Donc vos premiers courts-métrages, y compris qui étaient des films de fin d'études, enfin y compris le moyen-métrage, ont eu un vrai succès, puisque certains même un est sorti en salle. Comment s'est effectué le passage du court au long? Et est-ce que Vénus et Fleurs, qui est arrivé un peu plus tard après Les Sangs de Lucifer, qui effectivement avait été un échec critique et public, est-ce que Vénus et Fleurs n'a pas été un second premier film et un nouveau départ qui a véritablement lancé votre rythme de travail et une certaine méthode de travail? Complètement, vraiment complètement. Je me suis retrouvé dans Vénus et Fleurs. Peut-être aussi, peut-être j'ai eu beaucoup de mal sur mon premier film parce que j'étais perdu dans l'économie du film. Et le fait d'avoir fait un film peut-être avec très peu d'argent, comme Vénus et Fleurs, m'a aidé quelque part à... C'est dans la contrainte qu'on trouve ses moyens, qu'on invente des choses. Pour le premier long métrage, j'étais un peu perdu dans l'économie. Voilà. Je n'arrivais pas trop à ressentir les choses, j'avais des enjeux, j'avais des idées qui étaient un peu vagues, mais j'étais perdu. Voilà. Oui, c'est mon deuxième premier film, je suis assez d'accord là-dessus. Mais Vénus et Fleurs demeure un film quand même assez à part dans votre filmographie, pas seulement en raison de la légèreté de son budget, mais aussi parce que c'était un film qui est interprété par des non-professionnels. Enfin, en tout cas, voilà, les deux jeunes femmes en tout cas qui jouent les rôles principaux et peut-être les autres sont des non-professionnels. En tout cas, elles ne sont pas devenues professionnelles, en tout cas, puisqu'on ne les a pas ou très peu revues. Ça, en revanche, c'est quelque chose d'assez unique, puisque par la suite, vous avez travaillé régulièrement avec des acteurs très connus et parfois sur plusieurs films. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous manque? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous donne envie de refaire un film un jour? Peut-être pas comme Vénus et Fleurs, mais en tout cas avec une légèreté, une liberté, et puis aussi une manière de filmer des corps et des gens qui ne sont pas des professionnels. Oui, clairement. Clairement, c'est pour ça. Clairement, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire dans quelques-uns des courts-métrages. Ça m'arrive avec mon équipe qu'on tourne justement avec quasiment pas de moyens. Des courts-métrages et voilà, il y a ce plaisir-là que je retrouve. Mais ça me plairait en effet voilà, il y a quelque chose qui je pense que parfois, alors on aime toujours plusieurs cinémas à la fois et je veux pas dire que c'est voilà, mais en tout cas c'est une expérience que j'aimerais bien renouveler. Je ne sais pas quand et je ne sais pas dans quelle économie. Dans votre cinéma, les dialogues, les mots, la langue française joue un rôle très très important dans la séduction, dans les relations entre les personnages. Je voulais savoir un petit peu comment vous écriviez vos scénarios, quelle importance vous accordez dès l'écriture du scénario au dialogue, et est-ce que dès le départ vous associez des mots à des images et à des corps, ou alors est-ce que ça vient après? Je me souviens, c'est une anecdote, mais en tout cas à l'école, je ne sais pas où il y avait eu un intervenant qui avait dit oui, il faut faire dire le plus de choses en le moins de mots possible pour écrire des bons dialogues. Et j'avais trouvé cette formule un peu vraiment stupide. Et j'étais très bloqué pour les dialogues. Au moment où j'étais étudiant, quand je suis rentré, il y avait quelque chose, je me posais beaucoup de questions, parce que j'étais très bloqué, je me disais en quoi je suis légitime pour faire parler des personnes différentes de ce que je suis, d'un autre sexe, d'un autre milieu social, d'un autre âge, d'une autre expérience et tout ça. Et
et il y a eu presque comme une sorte d'état de crise où je me suis dit, tant pis, je vais faire parler tous les personnages comme moi je parlerai. Et de toute façon, un film, c'est une invention, c'est quelque chose qu'on invente, et on verra bien ce qui adviendra. Et l'autre chose, je me suis dit par rapport comme ça, c'est je vais essayer de donner le minimum d'informations en le maximum de mots. Voilà. Et c'est peut-être comme ça qu'est apparu quelque chose, en tout cas dans le goût du dialogue, où je me suis aperçu que en faisant parler, par le simple fait de s'exprimer et de développer ce qu'on dit, ben, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, voilà, et qui nous débordent. Et je me suis ensuite encore aperçu que les comédiens arrivaient aussi avec ce qu'ils sont et incarnent, ça veut dire donnent encore une autre densité à ces dialogues. Et il y avait quelque chose d'extrêmement grisant à ça. Ça veut dire de faire parler des personnages avec sa voix et ensuite de les donner à des comédiens qui vont l'incarner avec leur propre corps, voix et histoire. Et voilà. Et il y a eu voilà, quelque chose d'un vrai plaisir à Mais ce c'est vrai que c'est moment-là. étonnant, vous avez raison de préciser que dans vos films, il n'y a qu'un seul registre de langage finalement. Enfin, en tout cas, c'est vrai que les personnages, hommes ou femmes, parlent d'une certaine manière avec votre propre voix. Enfin, c'est vous qui parlez. Oui, mais je me suis aperçu que c'est le cas pour beaucoup et de cinéastes et de dramaturges, où parfois il y a des petits changements, mais quelque part, oui, dans le théâtre, beaucoup de dramaturges aussi. Plus au théâtre qu'au cinéma peut-être. Ben je sais pas, il faudrait peut-être, en tout cas se poser sur la question, on pourrait y travailler, mais on ne peut pas, soit on fait de l'imitation, mais on est obligé de jouer son personnage. Je pense que la plupart des personnes qui écrivent le font, et ça part d'une même voix. Et un film peut être vu comme peut-être une expression du monde autour de nous, mais il peut être vu aussi comme un théâtre intérieur. Oui, c'est une forme de subjectivité. Oui, où tous les personnages composent, on va dire, des traits d'une même personnalité. Si on part du fait que le cinéma, ce n'est pas la vie, c'est une projection. Voilà, une représentation, et on peut l'interpréter dans tous les sens. Ça va un petit peu avec ma remarque suivante, c'est que en fait, dans vos films, c'est souvent le cas, vos personnages appartiennent à peu près tous à la même tranche d'âge et qu'ils ont plutôt tendance à vieillir en même temps que vous. C'est-à-dire que les gens étaient plus jeunes dans Changement d'adresse qu'ils le sont dans vos derniers films. Et aussi, par exemple, que vous n'avez jamais filmé, ou très rarement, enfin en tout cas, je ne me souviens plus d'occurrence, de filmer un enfant, par exemple, ou de filmer une personne âgée. J'ai l'impression que, comme vous le disiez, les personnages sont plus ou moins masculins ou féminins, des projections de vous-même, ou en tout cas de votre état d'esprit ou de vos sentiments au moment de l'écriture et de la réalisation du film. Alors oui, c'est vrai. Alors même dans le dernier film, il y a un enfant qui a un tout petit rôle, mais oui, il y a. Je pense que alors vous proposez une analyse que moi-même je n'ai pas portée, mais je crois que vous avez raison. Je me projette dans les personnages et peut-être en vieillissant davantage, il y aura une étendue peut-être plus ample au bout d'un moment. Alors il y a aussi quelque chose qui est central dans votre cinéma, on l'aura tous remarqué, ce sont tout simplement les sentiments amoureux et aussi le couple. On a l'impression que c'est une source d'inspiration assez infinie. J'écoutais récemment une conversation, enfin un entretien de Truffaut dans les années 70 qui disait c'est normal que les gens fassent tout le temps des films, enfin que certains cinéastes racontent beaucoup d'histoires d'amour parce qu'une histoire d'amour, elle n'est jamais la même.
tandis qu'il y a certains sujets, les gens auraient peut-être l'impression qu'on répète un peu toujours les mêmes histoires, que ce soit des, je sais pas, des films de guerre ou des films... En revanche, voilà, il y a cette idée que les sentiments amoureux, on peut les décliner comme ça d'une manière presque infinie, et que c'est comme si c'était un peu votre projet finalement en tant que cinéaste. Oui, alors je ne peux pas dire que j'ai un projet, je pense que c'est un sujet, on va dire le couple, le désir, la morale. C'est un sujet qui existe depuis le début du cinéma, mais aussi depuis le début de la littérature ou du théâtre. Et je pense que c'est un sujet parce que le couple ou le triangle amoureux, parce que dans le couple, il y a toujours aussi l'extérieur, il y a toujours le devenir, il y a toujours le projet, il y a toujours l'idéal, il y a le désir, et le cinéma aime filmer le désir, parce qu'il y a le désir, il y a de l'attente, il y a du suspense, mais le couple est quelque part la plus petite cellule, on va dire, la plus petite société, à partir du moment où il y a... Et dans cette petite société que forme le couple, on peut parler un petit peu on peut parler un peu de tout, puisque on parle de la relation. Le cinéma, le grand thème peut-être, me semble-t-il, du cinéma, c'est le vivre ensemble. C'est comment, je me permets, hein, après on peut évidemment en discuter pendant des heures, et c'est comment vivre ensemble. Et en s'intéressant au couple qui est toujours dans une société, qui est toujours soumis à des usages, à des idéaux, et aux autres, à des engagements et à un devenir, on peut non seulement s'interroger sur les usages d'une société, sur les usages du désir, sur la rencontre, sur l'engagement, le désengagement. On peut parler de tout, et j'ai usage de dire qu'il n'y a pas trop de différence, grosso modo, fondamentalement, entre les films de couple et les films de truands. Un film de truands... Ou des films d'espionnage. Ou d'espionnage. On a tout de quoi faire. Dans un film de truands, c'est souvent, un truand est engagé à un clan. Oui, parce que dans vos histoires d'amour, il y a le secret, il y a le mensonge, il y a la trahison. Oui, tout ce qui, il y a tout ce qui fait le voilà. suspense. Vous parliez du couple comme la plus petite société possible, finalement. Et quelle est l'importance de la société dans vos films, puisque à l'exception très, très notable de Mademoiselle de Jonquière, tous vos films sont contemporains, tous vos films se déroulent dans notre époque, enfin, sont des histoires d'hommes et de femmes dans notre époque. Et à quel point l'époque dans laquelle nous vivons, aux différents moments de tournage de vos films et d'écriture, influe sur la caractérisation des personnages, influe sur les intrigues que vous imaginez? Elle influe dans le sens où je suis, on va dire, de par ma personne, contemporain et un habitant de cette société. Et ce qui m'intéresse, pour en revenir à la question précédente et faire le lien avec celle-là, c'est que l'amour, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. On peut évidemment le décliner, mais ça a un rapport au monde des idées. La relation à l'autre, la relation de ce que ça est le couple, ce que doit être le couple, de ce que c'est que le désir, de comment montrer son désir à l'autre, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, les questions même sociétales, ce sont des questions de société, toutes les questions morales, puisque le couple, c'est des questions qui ont à voir dans son rapport à l'autre, dans son rapport de relation, de souci de l'autre, de souci de soi-même, de souci de vérité à l'autre, de vérité de son sentiment, de son désir. Donc, toutes les façons dont on articule quelque part ces questions sont nécessairement liées aux usages de la société et aux idées de la société qu'on porte sur les choses. Sur le désir, sur l'amour, sur ce qu'est la fidélité, la trahison, le devenir, le sens, voilà. Et donc, ce qui m'intéresse dans les personnages, c'est que souvent les personnages, et ce qui dessine un personnage, c'est qu'ils portent des idées. C'est que ce qu'on fait est porté par des idées. Et d'une certaine manière, les films interrogent nos idées.
Alors, dans vos films, le charme, la sensualité, le désir, ça passe beaucoup par le baiser, des gens qui s'embrassent, mais vous allez rarement plus loin. C'est-à-dire que vous avez rarement, enfin, à ma connaissance, je ne crois pas, filmé des gens en train de faire l'amour, même si Chronique d'une liaison passagère, par exemple, c'est des amants qui se retrouvent dans des chambres d'hôtel, mais on les voit parler avant ou après. Vous ne filmez pas l'acte sexuel. Est-ce que c'est pour vous une sorte de limite ou d'interdit? Est-ce qu'il y a une certaine forme de pudeur ou est-ce que ça ne vous intéresse pas de le filmer? Parce que, par exemple, par rapport à l'érotisme, Truffaut était aussi quelqu'un d'assez pudique, même un peu puritain. Rohmer avait peut-être un rapport plus pictural à la nudité, à une forme de... en quoi c'est plus sensuel pour vous de filmer un baiser que de filmer une scène plus sexuelle? Ce qui m'intéresse au départ, c'est le suspense. Ça veut dire que le suspense, c'est quelque part le jeu des attentes. C'est-à-dire que on peut concevoir le cinéma de toutes les façons, mais en tout cas, j'aime bien le cinéma suspense. Tout à l'heure, je parlais d'Hitchcock, et c'est d'être tendu vers quelque part la suite. Même dans le film qui s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est un programme de suspense. On énonce... Moi, je suis comme ça, moi, je fais ça, et puis on va voir quelque part ce qu'on va voir. Donc, j'aime le suspense. Le problème que j'aimerais beaucoup faire des scènes, on va dire, de nudité, d'actes sexuels, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour qu'il y ait véritablement du suspense. C'est-à-dire que quand le désir de deux personnages se rejoignent, pour le spectateur, il n'y a plus d'autres attentes. Ça veut dire que du coup, comme il n'y a pas d'attente dramaturgique, on est d'un coup dans une situation où on subit ce qu'on voit. Et on est dans une position où on n'est plus en attente, mais on est, entre guillemets, en voyeur. Donc c'est pour ça. En revanche, je prends souvent cet exemple parce que moi j'aime beaucoup Paul Verhoeven. Si on voit Basic Instinct, c'est des scènes de sexe avec du suspense. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils font l'amour, mais il y en a un qui peut mourir et se prendre un pic de glace dans le dos. Donc, je trouve les scènes de sexe très intéressantes, mais quand il y a un suspense. Voilà. Et ça, il faut l'écrire, l'organiser et tout ça. Donc, c'est que c'est pas venu dans les histoires qui se sont présentées là. On attend les prochaines. Mais par contre, il peut y avoir un suspense. Et je cherche pas la sensualité aussi. C'est pas quelque chose qui directement m'intéresse directement. Voilà. Je cherche plus le suspense et voir la cruauté voilà. Mais en tout cas, c'est une question à réfléchir. Et ça me plairait de faire un film avec un suspense sexuel. On va voir ça. On parlait des acteurs et des actrices. Vous êtes assez choyés par les acteurs et les actrices en France, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux et d'entre elles ont envie de tourner avec vous. Vous avez un peu ce choix très, très riche. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport aux comédiennes et aux comédiens? Comment les choisissez-vous, évidemment, mais est-ce qu'ils peuvent être parfois le moteur de votre désir de réaliser un film? Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à une actrice ou un acteur en écrivant? Oui, à Anne Vernon, à Cary Grant, à des acteurs qui n'étaient pas disponibles. Qui n'étaient pas disponibles. Non, en fait, par expérience, parce que comme je vous le disais, déjà on a vraiment galéré avant que des acteurs, on va dire, maintenant ça y est, c'est fait. Et puis on ne peut jamais s'assurer parce qu'un film c'est généralement un comédien, mais on sait jamais à l'avance si ce comédien sera disponible. Et puis il y a disponible avec l'autre et tout ça. Donc non, je préfère une fois que le scénario est écrit, me laisser la surprise et avec Frédéric réfléchir, on va dire, à la distribution du film. Donc c'est plus par un souci peut-être de ne pas être déçu si la personne ne peut pas le faire. C'est vrai que ça correspond à ce que vous disiez. Vous écrivez avant tout des caractères, enfin en tout cas des personnages, et après, en fonction de l'acteur ou de l'actrice qui sera choisi, ça apportera quelque chose d'intéressant sans doute, mais c'est pas
fondateur de la création du personnage. Oui. Et on le voit, moi je trouve qu'on le voit très bien. Au théâtre, au cinéma on ne peut pas le voir, mais nous maintenant on le voit au théâtre par rapport au répertoire. Et il n'y a pas un misanthrope qui est exactement le même, il n'y a pas un Don Juan qui est exactement le même, tellement, quelque part, le comédien va en donner une image. Donc peut-être que dans quelques siècles, il y aura beaucoup de remakes, il y aura un cinéma de répertoire, il y aura plus de films de... Bon, je sais pas. Mais en tout cas, oui, un comédien, par contre, emmène le film vraiment à un endroit qui nous dépasse nous-mêmes. Mais ce choix se fait, oui, après l'écriture, pour moi. On parlait de l'inscription de vos films dans une certaine réalité sociale, même si vous accordez une place importante au rêve, à la fantaisie, à la légèreté, il y a quand même un ancrage dans vos films. Et je voulais savoir, par exemple, comment est-ce que vous choisissez les métiers, les professions de vos personnages? J'ai l'impression qu'il y a un large choix dans Oui, mais il n'est pas si large que ça, en fait, parce que je m'aperçois que dans beaucoup, je ne vais pas faire, mais beaucoup, c'est quand même des personnages qui sont beaucoup plus ou moins dans l'enseignement, la recherche. Oui, récemment, c'est vrai, il y avait le film avec Joe Star, par exemple. Voilà. Il était, oui, je ne sais plus s'il était réparateur, je ne sais pas, d'alarme ou de choses comme ça. C'est un métier manuel et c'est vrai que c'est un peu une exception dans vos... C'est un peu une exception, mais non, je n'ai pas exploré et j'aime bien les métiers prof, chercheur et tout ça parce que je trouve qu'ils correspondent un peu, déjà parce que j'en côtoie beaucoup. Oui, parce qu'il y a un ancrage social qui est quand même assez récurrent, effectivement, dans vos films. C'est plutôt des enseignants ou des... Oui, donc des personnages qui peuvent formuler, qui ont un peu du temps et qui peuvent naviguer d'un milieu à l'autre. Je ne dis pas que les enseignants ont du temps, attention, mais je veux dire qu'ils ont peut-être, d'avoir du temps en tout cas, un temps pour réfléchir et énoncer ce qu'ils ressentent. Voilà. Le paysage, le rapport à la ville ou à la nature dans vos films, il a une importance. Est-ce que vous pourriez nous en parler? J'étais frappé aussi par le fait que vous avez quand même assez vite abandonné Marseille. Alors, vous êtes né à Marseille, je ne sais pas. Pourquoi la ville de Marseille est finalement si peu présente dans vos films par rapport à Paris ou d'autres villes de région? Marseille, c'est une ville que je connais trop et que j'aurais trop presque l'impression peut-être de trahir ou je trouve qu'elle a une personnalité presque trop forte. Voilà, je ne serais pas par quel bout, je suis plus embêté, je ne sais pas par quel bout le prendre. Et puis Paris, pour moi, à ce côté, c'est plus transparent. Ça veut dire, c'est comme Paris, comme New York, comme Los Angeles dans les films, c'est pas le sujet. En fait, vous cherchez une sorte d'anonymat un peu du décor pour pas que ça prenne trop d'importance par rapport au dialogue et aux situations. Voilà, et c'est pas mon sujet. Parfois, on va dire peut-être un jour ça le sera pas, mais c'est pas le sujet du film. Le sujet, c'est des personnages qui sont urbains. Et Marseille a un urbanisme, on va dire, une urbanité très particulière. Et très différente, où même dans les décors, où c'est trop particulier, mais c'est pour ça que c'est intéressant, mais je ne saurais pas encore vraiment comment le prendre. Vous tendez presque à une forme d'abstraction finalement. Tout à fait, je pense qu'on ne peut pas parler de tout, enfin moi j'arrive pas à parler, et c'est comme la mise en scène. La mise en scène, c'est choisir de montrer et de ne pas montrer. Il y a des choses qu'on montre et des choses qu'on ne montre pas, il y a des choses qui sont dans le cadre et des choses qui ne sont pas dans le cadre. Et je crois que, ou pareil dans un tableau, on ne peut pas... moi, il m'a fallu du temps aussi pour accepter de se dire, oui, on ne va pas parler de tout. Et que, grosso modo, cette abstraction, comme vous dites, elle consiste à se dire, ben voilà, il faut que ça soit présent, mais qu'on ne se pose pas de questions. Voilà. Oui. On a évoqué déjà l'importance du sentiment amoureux dans vos films. Donc c'est vrai que la plupart de vos films s'apparentent à des comédies ou à des comédies sentimentales. Mais on pourrait quand même parler de
de votre palette, enfin en tout cas des différents registres ou des différents genres que vous avez pu explorer, puisque certains de vos films, on pourrait presque dire que ce sont des tragédies, enfin en tout cas s'apparentent à quelque chose de tragique. Dans le dernier film en date, Trois amis, il y a des éléments fantastiques, il y a un fantôme. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces différents registres? Est-ce que voilà, ça vous donne plus de grande liberté pour imaginer des choses à l'écriture, ou est-ce que ce sont aussi justement des paris de mise en scène? Comment filmer une apparition spectrale, comment filmer les larmes, comment filmer des émotions très fortes? Moi, ce qui m'a peut-être très tôt marqué aussi dans un certain nombre de films, que ça soit chez Lubitsch, chez Léo Macaré, chez Blake Edwards, chez plein de cinéastes, c'est quand, ou même chez Hitchcock, j'allais dire, quand c'est pas complètement genré d'une certaine manière, sans vouloir faire de jeu de mots, mais c'est que on se retrouve dans quelque chose de drôle, puis dans quelque chose qui fait peur, puis dans quelque chose de tragique. Et alors après j'ai fait, alors ça correspond plus peut-être comme à mon dernier film, où j'essaye peut-être dans un même film de réunir, voilà. Mais à la base, je pense avoir été très marqué, comme je dis, par le burlesque, par la comédie, notamment la comédie américaine, et par aussi tout un tas de cinéastes français, et le mélodrame. Le mélodrame, notamment ceux de Sörg, de Macaré, de Stahl, m'ont énormément marqué. Et c'est quelque chose, voilà, qui demeure. Mais je ne commence rarement un film en disant, peut-être si notre vie, je me suis dit, allez, je vais faire un film, un mélodrame. Voilà. On sent quand même une évolution, une progression plus vers le mélodrame, ou en tout cas la comédie dramatique. Par exemple, vous avez un peu abandonné tout ce qu'il peut y avoir de burlesque. Il n'y a plus vraiment de gags ou de burlesque, ou de gens qui tombent ou qui font des gaffes. Alors ça, c'est peut-être parce que je jouais dedans. Voilà, c'est ça, c'est depuis que vous ne jouez plus dans vos films. Mais je pense qu'il y avait quelque chose d'assez inconscient, je ne me ressentais aucune légitimité d'acteur. Je me disais chaque fois, bon, il faut faire un petit gars, il faut faire un peu rire, parce que sinon on va s'ennuyer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis je me dis, quand on joue, il y a une sorte de complicité peut-être avec le spectateur qui, voilà, Mais non, je le regrette, ça me plairait à nouveau, mais j'ai pas de plan de carrière pour le coup, je sais pas où ça va aller, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui semble être un peu la tonalité que vous préférez dans vos films, même quand vous évoquez des grands ravages intérieurs ou la passion, c'est une forme de douceur. Par exemple, il y a comme un refus de la violence dans vos films. Est-ce que c'est un choix? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un choix que j'ai pu comprendre, on va dire, assez tôt, et qui continue de m'intéresser. C'est-à-dire que, comme je vous dis, évidemment, ce qui est intéressant au cinéma, c'est d'être en tant que spectateur confronté à la complexité des relations et de la cruauté intrinsèque quelque part aux relations humaines. Et en même temps, il m'a semblé intéressant, aussi pour l'avoir aussi vu chez des cinéastes comme Lubitsch, comme Rohmer et d'autres, que j'étais très touché aussi par les personnages de bonne volonté. Les personnages qui veulent faire bien, qui veulent faire mieux, qui peuvent avoir une excessivité relativement modérée, mais qui essayent de bien faire. Et que le fait qu'un film soit peuplé de personnages qui essayent de bien faire, et que malgré tout, en voulant tous bien faire, cela demeure cruel, je trouve ça encore d'autant plus cruel. Je ne sais pas si je définis bien les choses. Il n'y a pas de gens cruels dans vos films, mais ils provoquent des catastrophes. En tout cas, voilà, ce n'est pas la cruauté des personnages, c'est la cruauté des situations. Voilà, les personnages ont de bonne volonté, mais ça n'empêche pas la cruauté. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors vous disiez que vous n'aviez pas de plan de carrière, mais est-ce qu'il y a quand même des histoires que
que vous voudriez aborder un jour, mais que vous ne sentez pas forcément prêt, ou que vous reportez, ou au contraire, est-ce que vous avez certaines convictions sur des choses que vous ne voulez pas filmer et que vous ne filmerez jamais? Alors là, je bats en brèche parce que non, je ne me suis pas posé les choses comme ça. J'aimerais bien avoir une réponse un peu toute faite, rapide. Elle est intéressante, mais elle me demanderait à réfléchir. Non, mais là, ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, j'aimerais aussi, peut-être aussi faire des films comme Paul Verhoeven. Comme Paul Verhoeven, voilà. Et comme, on va dire, oui, dans cette inspiration aussi romérienne, comme Vénus et Fleurs aussi. Voilà. Donc, bien évidemment, oui, j'ai encore envie d'explorer, mais ça se fait petit à petit et au gré. Vous avez exploré brillamment le film en costume, enfin en tout cas Mademoiselle de Jonquière, c'était aussi un pas de côté d'une certaine manière. Vous parlez du caractère très contemporain de vos films. Comment avez-vous abordé cette adaptation? Ce qui est intéressant, c'est que c'est contemporain de Laclos, et c'était Diderot qui propose, on va dire, un pendant quelque part. Oui, c'était un voilà, de Jacques le Fataliste. Voilà, c'était une adaptation d'un passage de Jacques le Fataliste. Et ce qui m'intéressait, je le vois avec le recul, c'est très difficile de savoir ce qui est l'objet de ses obsessions. C'était quelque part l'élégance, une certaine forme d'élégance, je ne parle pas d'élégance vestimentaire, d'élégance du... et c'est pas le mot élégance qui convient le mieux, mais c'est une façon dont notamment les deux personnages principaux, et c'est ce qui a fait naître au XVIIIe, c'est le grand siècle des mémoires, s'observent eux-mêmes, se racontent quelque part ce qu'ils ressentent. Ça veut dire qu'il y a dans les dialogues, et dans les dialogues de Diderot, mais aussi qui est une mode au XVIIIe siècle, quelque chose que je trouvais extrêmement stimulant et qui me rappelle d'une certaine manière peut-être oui, un cinéma peut-être des années 30, 40. Tout ça est très confus, mais c'est la façon dont les personnages ont cette façon, quelque part, de se raconter avec mensonge. Mais il y a quelque chose, en effet, dans la langue que je trouvais... aussi, je ne me suis pas préparé à cette question, mais il y avait quelque chose dans cette langue qui me permettait de mettre en scène, peut-être un peu comme chez Mankiewicz, des personnages très intelligents. Et très bêtes à la fois, je vous rassure. Justement, ils sont d'autant plus intelligents dans cette forme Mais cette langue dont vous parlez, c'était celle de Diderot, mais est-ce que, comme vous parlez du cinéma des années 30, est-ce qu'il y avait aussi l'idée de se confronter ou de voir ce que Cocteau et Bresson avaient fait avec les Dames du Bois de Boulogne? Alors, non, parce que c'est ce qui m'empêchait de le faire. Oui, au contraire, c'était trop intimidant. Voilà. Donc, et il a fallu que je ferme les yeux. C'est pour ça que je l'ai adapté aussi en costume. En fait, je suis resté, et non pas comme il avait rendu contemporain Bresson. Mais non, ça me faisait très peur. Et j'ai voulu justement que le film soit un film. C'est un film extrêmement dialogué parce que tous les enjeux dramatiques sont contenus quelque part dans ces dialogues. Et quand j'ai terminé le film, et c'est ça qui est intéressant, j'étais assez content quelque part au montage, content de ce qu'il y avait, mais j'étais persuadé que ça allait intéresser pas grand monde, quoi, voilà. Et c'est un nouveau film qui a eu le voilà, donc succès. Parce que je me suis dit, il faut quand même s'accrocher pour suivre le film, vu les dialogues. Et c'est peut-être là que j'ai compris, parce qu'en même temps c'était idiot, mais je l'ai compris très tard, qu'on aime s'accrocher au cinéma. Et que c'est pour ça qu'on aime les films policiers, qu'on aime les films d'enquête. Et d'ailleurs, mon prochain film, parce que j'y pense maintenant, vous me demandez, mon prochain film est un film, entre guillemets, d'enquête. Et pour la première fois, il y a un meurtre. Ce qui me terrifie. Une autre forme de suspense. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Mouret. Merci.